Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. J'avoue que j'avais pas trop le courage de refaire un update lecture. Je suis un peu crevée. En plus, je me dépêche parce que les enfants sont partis avec mon mari faire du foot. J'espère qu'ils vont pas rentrer en plein milieu de la vidéo parce que bien sûr, ils sont partis sans clé. Sinon, c'est pas drôle. Donc tout à l'heure, je me dépêche de rassembler mes livres, de tout préparer. Bon, voilà, je me dépêche. Donc voilà, un book haul policier et je me suis rendu compte que j'avais énormément de... Enfin, dans le style policier, même quand on élargit, c'est-à-dire que j'ai du cozy mystery, j'ai du polar historique, j'ai du true crime, j'ai du polar fantastique, voilà, j'ai vraiment un petit peu de tout. Alors j'ai essayé de vous présenter ça, puis à peu près dans l'ordre. Bon, je me suis trouvé j'ai trouvé ça chez Action. Je me suis dit, tiens, pour ranger les livres, j'en ai pris qu'un, c'est pour tester parce que je voudrais vraiment. Voilà, j'ai presque fini en haut, ça commence à se dégager petit à petit, mais bon, j'en ai encore plein ailleurs, donc on verra bien. Oui, mes cheveux sont hyper gonflés, ça, c'est, vous voyez, mes cheveux adorent le chlore de la piscine, hein. Je continue à aller à la piscine avec les enfants. Mes cheveux adorent le chlore. Je sais pas si vous, ça vous fait le même effet quand vous allez à la piscine, mais moi, ça autant j'ai un bonnet de bain, hein, je les shampouine après et tout. Mais ils adorent. Hier, j'avais une tête comme ça. C'était génial. Je sais pas. À mon avis, pourtant, le chlore, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, eux, ils aiment bien ça. Voilà. Donc, bref, sur ce, ben, on va commencer ce petit book haul. Encore merci pour voilà, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Voilà, petit à petit, ben, on a passé la barre des 270. Alors bon, comme là, j'enregistre les vidéos en avance parce que je m'en vais enfin en vacances dans 2 jours. J'espère que le trajet va bien se passer et tout. Que ça va aller. Là, c'est un peu le stress et tout avec la préparation des bagages. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. J'avoue que c'est pas la chose que je préfère. Préparer les bagages avant, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Puis mon mari rentre, il me dit, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé... Là, je suis en train de faire autre chose. Donc non, j'ai pas pensé. Voilà, bref. La galère des bagages. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, merci d'être toujours présent sur la chaîne et voilà, de me laisser vos petits commentaires. Ça me fait bien plaisir. Bah, sans plus tarder, j'ai même du polar jeunesse pour vous dire. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, je voulais faire ça dans l'ordre, mais le problème, c'est que tous mes livres sont un petit peu mélangés. Alors, je vais essayer de les remettre dans l'ordre. J'ai commencé par celui-ci, voilà. Au moins celui-là, comme ça ce sera simple. Voilà, j'ai acheté le dernier Denis Léane, Le Silence, donc c'est chez Gallmeister, si je dis pas de bêtises. Il me semble reconnaître leur petite griffe, ouais, Gallmeister. C'est eux qui éditent Denis Léane maintenant. Je l'ai acheté parce que j'ai vu chez... La caméra me paraît un peu mal réglée là, hop. Sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre et apparemment elle avait un gros coup de cœur dessus. Ça se passe en été 1974 à South Boston, quartier irlandais de Boston. Mary-Pat Fennessy mène une existence routinière. Un soir, Jules, sa fille de 17 ans, ne rentre pas à la maison et sa trace disparaît dans la chaleur moite de la ville. La même nuit, un jeune noir se fait mortellement percuter par un train dans des circonstances suspectes. Ces deux événements sans lien apparent plongent les habitants de Southsea dans le trouble, d'autant que la récente politique de déségrégation, mise en œuvre par la ville provoque des tensions raciales, qu'une grande manifestation se prépare. Dans un climat un petit peu tendu, puisque les Afro-Américains luttent en même temps pour leurs droits. Donc, à mon avis, le jeune homme qui est mort sur la voie ferrée, c'est pas un hasard, certainement un acte délibéré et vengeur certainement parce qu'il est afro-américain. Là, on va être plus dans du polar historique. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fasciné dans l'histoire de France, l'affaire des poisons. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça se passe sous le règne de Louis XIV. Et en fait, il va diligenter une enquête parce qu'il y aurait voilà, des gens qui utiliseraient des poisons jusque dans les hautes sphères de la noblesse, qui iraient jusqu'à même pratiquer le satanisme, enfin, du satanisme et jusqu'à faire des sacrifices d'enfants. Enfin, il y a plein de rumeurs qui ont couru. Je ne suis pas sûre que ce soit allé jusqu'au sacrifice d'enfants. Qu'ils aient fait des messes sataniques, ça peut-être, mais enfin de là aller jusqu'au sacrifice, je ne sais pas trop. Si vous avez vu le film Angélique, si vous avez vu la série des Angéliques, on y fait référence. Et notamment, il y a 2 femmes qui ont été mises en cause, la voisin
et la deuxième, j'ai oublié le nom. Le souci, c'est que alors l'affaire a été étouffée, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que la maîtresse en titre de Louis XIV, Madame de Montespan, était proche de la voisin et prenait aussi des filtres, notamment pour garder Louis XIV auprès d'elle. Et donc ça a fait un grand scandale et du coup, voilà, bon, la voisin, voilà, tous ceux qui étaient mêlés de près ou de loin, qui ne faisaient pas partie de la noblesse, ont été emprisonnés, torturés, puis exécutés. Mais voilà, Louis XIV après a enterré l'affaire puisque ça le touchait de très près. D'ailleurs, je pense que ça a dû mettre un coup dans son... Ça a dû faire l'effet inverse, hein, les filtres amoureux, c'est-à-dire que ça a dû mettre un coup sur sa confiance envers sa maîtresse, Madame de Montespan. Voilà, donc là, on est dans cette histoire-là avec La Chambre des Diablesses d'Isabelle de Quesnoy. C'est aux éditions Robert Laffont. Depuis 5 heures du matin, la foule rassemblée devant le bûcher piaffe d'impatience de voir brûler celle que l'on surnomme la voisin. Son supplice sera le divertissement à ne pas manquer. Ordre du roi. On ne badine pas avec la colère de Louis XIV. Accusée de sorcellerie et de crimes atroces, elle repousse le curé qui tente de sauver son âme et s'agite comme une possédée. Allez tous vous faire foutre. Et d'un seul coup, la fumée montant vers le ciel emporte les cheveux fondus de la plus redoutable empoisonneuse de Paris. Bientôt, on soupçonne de complicité sa fille âgée de 21 ans. Ainsi, Marie-Marguerite devra tout dire. Livrer les secrets de sa mère, révéler ses formules et la liste de ses clients dans la haute noblesse courtisane. Mais cela suffira-t-il à sauver sa tête? Voilà, donc on va suivre la fille de la voisin. Donc voilà, ça doit être assez intéressant. Et j'ai vu de bonnes critiques passer sur ce livre. Je vous passe les livres qui sont... Donc il y a plusieurs volumes. Le précieux, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. La faille de Franck Tillet aux éditions Fleuve. Donc là, je crois qu'on retrouve Charcot et Henbel ou pas du tout. Je ne sais même plus. Je vous dirais que j'ai un retard avec tous les services presse que j'ai. J'ai un retard dans mes Franck Tillet alors que j'adore lire ça. Oui, c'est ça. On retrouve Charcot et Henbel. Bon, je ne vais pas en dire trop parce que je ne voudrais pas vous spoiler. Même moi, je ne suis pas à jour dans les Charcot et Henbel, donc je ne voudrais pas trop vous spoiler. Dans la série Les Derniers romans aussi policiers, alors j'ai jamais lu cet auteur, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas encore lu. C'est La Lisière de Nico Takian chez Calment Lévy. Un choc sous la voiture en pleine nuit, alors que Viviane, Adrien et leur fils Tom roulent dans les monts d'Arrée, ce massif breton formé de landes, de roches et de marécages. Adrien s'arrête, descend pour voir, Tom le suit. Une minute passe, puis deux. Viviane s'inquiète, c'est bien long et elle ne les entend plus. Elle quitte la voiture, appelle. Personne. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle, fulmine-t-elle, pardon. Mais quand elle avance de quelques pas vers la forêt, un homme surgit et la prend en chasse. Il est armé d'une hache, elle court vers la route et se jette quasiment sous les roues d'un camion qui la prend à son bord et la conduit en la gendarmerie. Là, Viviane raconte affolée, supplie qu'on l'aide. La lieutenant-mère Elise Mons envoie une équipe sur les lieux. Rien, pas de voiture, aucune trace. Ainsi commence une attente d'autant plus insoutenable pour Viviane que dans ses rêves qui semblent essayer de lui dire quelque chose, elle retrouve son mari et son fils. Oula, ça promet, je ne sais pas si c'est un thriller un peu psychologique ou à voir si tout ça n'est pas dans la tête de l'héroïne, Viviane. Alors c'est pareil, une autrice que je n'ai pas encore découverte, je n'ai pas encore découvert, je ne sais plus. J'ai L'Empereur Blanc dans ma palle d'ailleurs, c'est Énigma de Armel Carbonel, c'est aux éditions Fayard. Donc là, domaine de la Haute-Barde, un énigmatique orphelinat, théâtre de terribles événements. J'aurais dû le mettre dans ma série Les lieux hantés, tout celui-là. Par une nuit d'orage, 69 ans plus tôt, des enfants ont mystérieusement disparu. Spécialiste des édifices à l'abandon, la journaliste et cinéaste Barbara Blair va tenter de comprendre ce qui leur est arrivé. Mais les habitants du petit village n'apprécient guère cette étrangère qui vient remuer ce passé trouble, d'autant qu'un nouveau drame ne tarde pas à les frapper. Entre légende et réalité, Barbara est confrontée à une énigme qui menace de réveiller les démons d'autrefois, mais aussi ses plus douloureux souvenirs. Certains secrets doivent être tués à tout jamais, au risque de vous hanter jusqu'à votre dernier souffle. Ça donne très envie. Alors ça, c'est ce que je voulais vous présenter. Je pense que je vous ai déjà présenté les premiers, évidemment. Of course, c'est logique. Et oh là là, il m'en manque en fait, j'ai des trous dedans. Alors, est-ce que je vous en ai présenté certains et pas d'autres? Bon, voilà, c'est la série des Anna Swenson. Voilà, vous savez, c'est meurtre et elle tient un café, enfin un salon de café-pâtisserie. Je n'ai pas encore lu, hein, j'ai tous les volumes quasiment. Peut-être pas le dernier, mais je n'ai pas encore lu. Donc c'est de Joanne Flux, c'est au Cherche Midi. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai vu que ça venait de sortir en poche aux éditions Point.
Donc ça coûte beaucoup moins cher. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vois que j'ai le tome. Alors le tome 1, je pense que je l'ai déjà présenté. Mais j'ai le 2. Puis alors, le 3, le 4, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, c'est le 5, meurtre et cupcake au caramel. Le 7, meurtre et cheesecake aux cerises. J'espère qu'il n'est pas perdu dans un carton ou je sais pas quoi. Enfin, il ne sera pas perdu, mais meurtre et tarte au citron vert. Ça, c'est le tome 8. Alors, est-ce que ce serait le dernier? Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas marqué. Ça date de 2004 quand même. Hein. En édition américaine. Et là, c'est juste marqué 2003, mais c'est pas marqué quel mois. Bon, normalement, il doit y avoir le meurtre carotte cake, le prochain. Bon, c'est peut-être celui-là que j'ai pas encore. Voilà. En jeunesse, je voulais vous présenter vite fait, parce que mes enfants aiment beaucoup la série des Geronimo Stilton. Voilà, on a pris quelques petits Geronimo Stilton. Mystère à l'anglaise, une médaille d'or pour Geronimo, les aventures de l'extrême, non, les aventuriers de l'extrême, pardon, et sabotage à Luna Park. Et là, c'est Geronimo Stilton, donc c'est lui qui écrit ses propres mémoires. Hein, vous voyez, c'est une souris qui écrit ou un rat qui écrit ses propres mémoires, je sais même plus. Je sais même plus. Et c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. On voit pour ceux que ça intéresse. Alors, j'avais acheté aussi, celui-ci me tentait depuis un moment. C'est le Cercle de Pierre, une enquête de Washington Poe, comme Edgar Allan Poe, de M.W. Craven. C'est aux éditions de l'Archipel. Alors, je ne sais pas s'il y a un second tome qui est sorti, parce qu'il date déjà de l'année dernière, celui-là. Un lieu isolé, un homme en feu, la vengeance est en marche. Dans le réseau sauvage du Lake District, au centre de Cercle de Pierre, un tueur brûle vif des hommes fortunés âgés de 60 à 70 ans. Aucun lien apparent entre les victimes, aucun indice jusqu'au jour où on découvre gravé sur le torse de l'une d'elles un nom, Washington Poe, celui de l'inspecteur-chef mis à pied pour une erreur ayant entraîné la mort d'un suspect. Contraint par sa supérieure Stephanie Flynn de reprendre du service, Poe doit faire équipe avec Telly Bradshaw, une geek surdouée mais socialement inadaptée. Ça me fait penser à Millennium un petit peu. Et avec son ami l'enfance, ce policier Killian Red. Ensemble, ils remontent quelques 25 ans en arrière. Poe comprend bientôt qu'il a été manipulé, mais surtout qu'il a bien pire que de mourir immolé. À lui de choisir désormais comment justice devra être rendue. Je me dis que j'en ai lu trop là presque. Bon, c'est pas grave. J'avais acheté aussi, bon maintenant il est sorti en poche évidemment, depuis le temps que je l'ai acheté, le dernier tome de, alors comment il s'appelle, du Capitaine Coste, dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek, c'est aux éditions Michel Lafon, donc il avait fait une trilogie. Alors, il y a Code 93 dedans, je ne sais plus, Code 93, Territoire et Surtension, je les ai tous, j'en ai pas lu. Bon, j'ai déjà lu du Olivier Norek. J'en ai lu un, Surface. J'ai bien aimé. Donc, mais bon, depuis, sachez qu'il est sorti en poche aussi. Hein, donc, si vous êtes intéressé. Alors là, on va partir vers du plus vieux. Je vais essayer de vous prendre... Hop, oh là 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 là, mes vieux poches que j'ai trouvés d'occasion. Alors là, c'est aux éditions Point, Marée d'Equinox. J'ai reculé la caméra, mais du coup, je trouve que je suis loin de vous. De Celia et Rolf Björlind, bonjour la prononciation, c'est du suédois encore. Élève à l'école de police, Olivia, pour son mémoire d'études, planche sur un meurtre vieux de 20 ans. Une inconnue enterrée vivante sur une plage et noyée par la marée. Sympa comme mort. Le policier jadis chargé de l'affaire est introuvable. En quête d'une piste, Olivia va découvrir la face cachée de Stockholm. Le milieu des SDF et sa violence, et les réseaux de prostitution, de luxe, la corruption politique. Ça promet. Là, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion qui sont un petit peu plus vieux. Alors ça, ouais, c'est marqué thriller. J'avoue que j'ai hésité sur le coup parce que je me dis, est-ce que c'est du fantastique ou en plus c'est Michael Marshall? Il me semble que c'est le même auteur que Nous sommes là. Enfin bon, du coup, j'avoue que j'ai hésité, mais c'est bien marqué thriller dessus. Pierre, c'est bien, c'est hors norme, terrifiant. C'est un véritable chef-d'œuvre Stephen King. J'aime bien quand il y a des trucs comme ça d'autres auteurs parce que du coup, des fois, on se fait une idée... une idée un peu fausse, donc j'aime pas trop quand ils font ça. Donc c'est Les Hommes de paille de Michael Marshall. J'essaie de vous l'approcher, maintenant je suis un peu loin. Mercredi 30 novembre 91 à 12h53, dans un fast-food de Palmerston, Pennsylvanie, une femme hurle. Deux hommes jeunes, vêtus de longs manteaux et armés de fusils semi-automatiques, abattent 68 personnes.
Avant de prendre la fuite, ils écrivent en lettres de purée, on dirait que j'ai un cheveu sur la langue, c'est horrible, en lettres de sang, les hommes de paille. 11 ans plus tard, à Santa Monica, Californie, une adolescente, Sarah Baker, est kidnappée. Le serial killer que la FBI a surnommé l'homme de boue a encore frappé. À Diesburg, dans le Montana, Donna et Bess Hopkins trouvent la mort dans un accident de voiture. C'est pas possible quand je lui dis que j'étais fatiguée de voiture. Ward, leur fils, est incapable d'envisager la réalité de leur disparition, d'autant qu'il découvre un message caché dans le fauteuil de son père. Nous ne sommes pas morts. 3 faits divers, 3 énigmes dont la clé est enfouie sous une chape de plomb. C'est pas marqué. Alors, je crois que c'est pareil, je l'avais vu sur la chaîne Il est bien ce livre de Séverine. Celui-ci, j'ai hésité, mais apparemment, il y a un petit peu de suspense quand même dedans. Bon, j'ai hésité, je me suis dit, après tout, le policier, ça ne s'arrête pas non plus qu'à du thriller, à du roman noir ou à des enquêteurs. Ça peut aller un petit peu plus loin. Donc c'est aux éditions Point, c'est de Delia Owens. Les rumeurs les plus folles courent sur la fille des marais de Barclay Cove en Caroline du Nord. Pourtant Kia n'est pas cette créature sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l'âge de 10 ans par sa famille, c'est grâce aux jeunes têtes qu'elle apprend à lire et à écrire, découvre la science et la poésie. Mais Tate, appelée par ses études, doit partir à son tour. Et lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu de policier. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement, mais je pense que la police va intervenir. Elle va être soupçonnée de quelque chose. Ne me demandez pas quoi, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne veux pas savoir pour avoir la surprise quand même. Celui-ci, c'est pareil, j'ai hésité parce qu'il y a un mélange de fantastique, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. C'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton et c'est aux éditions 10-18. En fait, là, voilà, on va suivre Evelyn Hardcastle qui est toujours qui est assassinée dans une demeure anglaise. Et à chaque fois, elle revit sa mort. Donc, bon, c'est un peu galère quand même. D'où le titre Les 7 morts. Et à chaque fois, elle cherche à savoir qui l'a assassinée. Je vous en parle pas parce que je me suis j'en ai pas déjà parlé. Puis bon, on a déjà pas mal de livres à voir. Alors là, il y a encore une belle étiquette dessus. Morgane Montariol, c'est pareil, c'est une autrice que je ne connais pas. Tache rouge au livre de poche. Pareil, je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne, il est bien ce livre. Léa Westbrook a disparu un après-midi de septembre à Purée, mais ils peuvent pas faire des noms simples. J'ai pu faire que des livres français ou francophones, moi je vous le dis. À Muskogee, en Oklahoma. Elle avait 14 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé. Depuis, sa sœur Beck a quitté la ville pour s'installer à Los Angeles. Elle vit par procuration le rêve de Léa en tentant une carrière de comédienne, sans conviction. À la différence de Léa, dont la peau était parfaitement unie, Beck a le visage couvert de taches de rousseur. Des taches qu'elle aborde et qu'elle camoufle sous des couches de fond de teint. Bientôt, des corps atrocement mutilés sont découverts dans un quartier de Hollywood où Beck a vécu, l'œuvre d'un tueur en série que la police peine à attraper. Peut-être cet homme aux yeux terribles qui suit la jeune femme partout. Ouais, vu comme ça n'a pas l'air folichon, résumé, mais bon, apparemment, c'est très très bien. Là, on va passer plus dans du true crime avec le pullover rouge de Gilles Perrault. Alors, c'est une affaire qui a eu lieu, je crois, en 1976. Christian Ranucci, 22 ans, a été guillotiné le 28 juillet 1976 à 4h13 dans la cour de la prison des Baumettes. Était-il coupable ou innocent? Dans le pullover rouge, qui apporte une pièce importante au dossier de la peine de mort, on retrouve les remarquables qualités des célèbres ouvrages de Gilles Perrault. En fait, il a été accusé d'avoir tué un enfant, je ne sais plus très bien. Il y a 2 livres qui sont sortis. Donc, il a été accusé. Il y a un autre livre qui est sorti, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Je me souviens plus. Franchement, je ne sais plus. Et voilà, Ranucci a été accusé, sauf qu'après voilà, son exécution, il a trouvé un pullover rouge dans une voiture, ce qui fait que ça le rendrait innocent, si je me souviens bien de l'histoire. Donc voilà, il aurait peut-être été accusé à tort. Bon, à prendre avec des pincettes, hein, parce que vous avez souvent plusieurs versions de ces histoires-là. Donc voilà, je crois que je dois avoir le deuxième aussi, parce que j'aurais bien voulu lire les deux pour avoir les 2 points de vue, c'est-à-dire l'autre, c'est pas un livre à charge contre Ranucci, mais je crois qu'à la suite, les minutes du procès, pourquoi il a été accusé, ce qui s'est passé, voilà, quel meurtre a été commis, alors que dans celui-ci, voilà, on part plutôt de son innocence. S'il était innocent, c'est mal barré pour lui. À 76, la peine de mort n'était pas encore abolie en France. Ce livre, j'avais envie de le lire, mais depuis des années.
Voilà, parce que c'est quelque chose de terrible qui se passe au Mexique. Vous avez dû en entendre parler, même si c'est moins médiatisé en ce moment. Ces femmes qui disparaissent, qu'on ne retrouve pas. On pense que c'est lié au cartel de la drogue, mais bon, on n'est pas sûr. Donc c'est la ville qui tue les femmes. Alors, c'est de enquête à Ciudad Juárez, c'est la ville où ça se situe. C'est de Marc Fernandez et Jean-Christophe Rampal. Bah, je me demande si Jean-Christophe, le nom me dit quelque chose. Je vais peut-être dire une bêtise, il me semble qu'il a écrit d'autres. Je me demande s'il n'a pas écrit un truc sur Ranucci, mais je confonds peut-être, je suis pas sûre. Donc c'est chez Hachette, le livre est déjà vieux, hein, bon, ça fait des années que j'ai envie de le lire, et l'histoire est déjà vieille, hein. Effectivement, on est, voilà. Ciudad Juárez, Mexique, État de Chihuahua, la frontière avec les États-Unis. Depuis 1993, près de 400 femmes ont été assassinées et on compte aujourd'hui encore plus de 500 disparus. Pourtant, 10 ans après la découverte du corps de la première victime et malgré l'arrestation de nombreux suspects, les autorités n'ont toujours pas identifié les responsables de ces meurtres. Puis encore, les crimes continuent au rythme infernal de 2 victimes par mois. Et Ciudad Juárez est aujourd'hui considérée comme la capitale mondiale du féminicide. Marc Fernandez et Jean-Christophe Rampal ont mené l'enquête au cœur de cette ville qui tue à la rencontre des principaux protagonistes de l'affaire. Flics douteux, avocats téméraires, boucs émissaires torturés pour avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis, familles de victimes et femmes d'honneur. Ils reviennent sur les différentes pistes des plus folles aux plus scientifiques d'un dossier hélas loin d'être fermé. Car si aujourd'hui les criminels restent introuvables, une chose est certaine, les assassinats de Ciudad Juárez rendent compte de la perversité de cette ville frontière, royaume de la drogue et de la corruption, véritable laboratoire de la mondialisation sauvage. Voilà. Donc, ouais, je vous dis, ouais, il date hein, ce livre, mais j'ai toujours voulu le lire. Donc, quand j'ai vu qu'il était en occasion, bah, j'ai sauté dessus. J'ai pas hésité très longtemps. Celui-ci, c'est pareil. J'avais très envie de le lire. Alors, je l'ai acheté, mais voilà, j'ai pas trouvé le temps de le lire. C'est La Cage de Emma Seges, c'est aux éditions Ozu. Donc là, on est plus dans du thriller young adulte. Elles n'en sortiront pas indemnes. Et Léa ouvre les yeux, ce lit n'est pas le sien. Autour d'elle, 5 autres jeunes femmes se réveillent. Une sixième ne se relèvera jamais. Avec horreur, elle réalise qu'on les retient prisonnières dans cet appartement sans fenêtre. Les armoires renferment leurs affaires et de trappes, leur délivrent nourriture et boissons, ainsi que d'étranges cadeaux. Elles savent qu'on les observe. À qui peuvent-elles se fier? Car chacune le sent, elles ne sont pas là par hasard. Quelque chose les unit toutes. Un secret qui va tout changer. Voilà, qui promet. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire mes réceptions, mes achats de ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, je vous ferai un tout au mois de septembre. C'est pas grave. J'étais partie, j'étais bien bille en tête avec mon truc de thriller. Bah voilà, c'est fait. Celui-ci aussi me tentait bien. Il date aussi de l'année dernière, donc je pense qu'il est trouvable d'occasion. C'est Tarot sanglant de Sandrine Lucchini chez Black Lab. Alors, Black Lab, c'est quelle maison d'édition? Quelle maison d'édition? Hachette aussi. C'est le titre qui avec le tarot, ça m'a donné très envie de le lire. Claire Francini, une jeune avocate talentueuse, voit sa vie chavirer lorsque ses proches sont assassinés les uns après les autres, victime d'un tueur fou qui signe ses crimes du lame de tarot. Pourtant, la proie, c'est bien elle. Au cœur de la ville de Marcel, le meurtrier, tel une araignée, tisse impitoyablement sa toile autour de la jeune femme. Avec la dextérité d'un marionnettiste, il tire ses fils et entraîne sa cible dans un jeu où l'amour, la trahison, le mensonge et la manipulation n'épargnent personne. Claire se débat pour échapper au passé qui la hante et à ce redoutable prédateur. Voilà, ça me tentait bien. Moi, Marseille, évidemment, le tarot de Marseille, c'est l'âme de tarot, c'est un petit peu évident. Celui-ci, c'est pareil, j'ai trouvé d'occasion, j'avais très envie de le lire. Je l'avais demandé même sur NetGalley, en fait, j'ai pas eu le temps de le lire. Ce sont les 5 règles du mensonge de Routoir. C'est pareil, c'est pas son dernier, hein, elle en a écrit d'autres depuis. Bon, ça c'est un vieux évidemment. Règle numéro 1, dis un mensonge. Règle numéro 2, ne change pas ta version. Règle numéro 3, ne te fais pas prendre. Règle numéro 4, ne pas se mentir les unes aux autres. Règle numéro 5, savoir quand cesser de mentir. Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu. Ah oui, c'est elle qui a écrit La disparue de la cabine numéro 10. Maintenant, oui, ça me revient. À chaque fois, j'oublie. J'ai bien aimé d'ailleurs La disparue de la cabine numéro 10. C'est une jeune femme qui embarque à bord d'un bateau et elle voit en fait le corps d'une femme jetée à l'eau.
en pleine mer. Et en fait, bah, cette femme, elle n'apparaît pas sur la liste des passagers, donc elle va enquêter. Voilà, ça partait d'un mystère assez complexe et du coup, ça m'avait beaucoup tenté. Et celui-ci aussi me tentait avec ces histoires de mensonges. Alors, celui-ci, je ne sais plus pourquoi je l'ai acheté, mais c'est pas grave. Alors, c'est de Dan Chaon, Une douce lueur de malveillance chez Albin Michel. Nous n'arrêtons pas de nous raconter des histoires sur nous-mêmes, mais nous ne pouvons maîtriser ces histoires. Les événements de notre vie ont une signification parce que nous choisissons de leur en donner une. Tel pourrait être le mantra de Dustin Tillman, psychologue dans la banlieue de Cleveland. Ce quadragénaire marié et père de 2 adolescents mène une vie somme toute banale lorsqu'il apprend que son frère adoptif, Rusty, vient d'être libéré de prison. C'est sur son témoignage que 30 ans plus tôt, celui-ci a été condamné à perpétuité pour le meurtre de leurs parents et de 2 proches. Maintenant que des tests ADN innocentent son frère, Dustin s'attend au pire. Au même moment, l'un de ses patients, un policier en congé longue maladie, lui fait part de son obsession pour une étrange affaire. La disparition de plusieurs étudiants des environs retrouvés noyés y voyant la marque d'un serial killer. Pour échapper à sa vie personnelle, Dustin se laisse peu à peu entraîner dans une enquête périlleuse au risque de franchir les limites que lui impose son rôle de thérapeute. Bon, je vais pas aller plus loin parce que le résumé, mais je suis un costaud. Ça a l'air pas mal du tout. Mais alors, où est-ce que j'ai entendu parler de ce livre? Ça, c'est une autre question. Et ou est-ce que c'est tout simplement le résumé qui m'a donné envie? Je ne me souviens même plus où je l'ai acheté. Enfin, j'ai dû l'acheter d'occasion, mais là, je ne m'en souviens même pas. Là, c'est plus dans du true crime. On va repasser à du petit poche. Hop! J'aime bien, ma pile commence à descendre, ça fait du bien. Alors, celui-là, c'est pareil, ça pourrait être mis... voilà, c'est pas forcément du pur policier, mais bon, c'est pas que du pur policier non plus. En même temps, c'est dans Rivage Noir, c'est L'enfant du silence de Abigail Paget. Une vieille femme de la tribu des Indiens Paiutes découvre un petit garçon blanc attaché à un matelas dans une cahute au milieu des collines qui dominent San Diego. L'affaire est confiée à Beau Bradley des services de protection de l'enfance. À l'hôpital où l'enfant est pris en charge, on diagnostique un retard mental car il se révèle incapable de parler, mais Beau n'est pas de cet avis. Lorsque des individus font éruption pour s'en prendre à lui, elle décide de tout mettre en œuvre pour le protéger. Qui veut sa mort? Beau va-t-elle réussir à vaincre ses propres démons et à le sauver? Ouais, donc il y a quand même du policier. C'est pareil, j'en ai entendu parler par Séverine. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut. Alors, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Celui-ci, alors c'est pareil, c'est une autrice que je lis de lire depuis un moment. C'est Maud Mayeras. C'est le livre Réflexe, c'est aux éditions Pocket. Ouais, c'est ça, Pocket. Photographe de l'identité judiciaire, Iris Brody est discrète, obsessionnelle, déterminée. Disponible nuit et jour, elle shoote en rafale des cadavres pour oublier de celui de son fils, sauvagement assassiné 11 ans auparavant. Mais une nouvelle affaire va la ramener au cœur de son cauchemar. Dans la ville maudite où son enfant a disparu, un tueur en série s'est mis à sévir. Et sa façon d'écorcher ses victimes en rappelle une autre. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que j'ai pris les résumés, je trouve que c'est de pire en pire. Ils sont de plus en plus longs, mais après, il faut voir, parce que des fois, vous arrivez à la moitié du livre, vous avez déjà eu tout le résumé derrière, quoi. Mais bon, bref. Voilà, donc je vais pas aller plus loin. J'avoue, j'en avais entendu parler, puis alors j'avoue que la couverture m'a donné envie. Maud Mayerach, c'est elle qui a écrit Les Monstres ou ça va pas être noté? Non, parce que ça doit être son premier roman ou un de ses premiers romans. J'ai un autre de ses livres dans la palle aussi. J'ai oublié lequel, hein, c'est dire. Celui-ci, je me rappelle l'avoir acheté d'occasion parce que le résumé me tentait bien. C'est Viens plus près de Sarah Gran aux éditions Point. Alors, Amanda a tout pour être heureuse, un mari qu'elle aime, un métier qui la comble, un appartement sublime, une vie parfaite. Par bouffée dans un état second, elle se met peu à peu à réaliser ses désirs les plus enfouis, à donner libre cours à des pulsions destructrices. Est-elle possédée? Cherche-t-elle inconsciemment une libération? La descente aux enfers a parfois un goût de paradis. Bon, à voir. Je ne sais pas s'il y a du fantastique dedans ou si c'est un thriller psychologique. À voir, à voir. Et puis celui-ci, de Maxime Girardot, Persona, j'avais lu du même auteur un roman dont je ne vais pas retrouver le titre, ça c'est obligé. C'est terrible, hein. Puis ça va pas être noté dessus, puisque celui-là c'est le premier. Et en fait, dans celui que j'ai lu, on retrouve les mêmes policiers que dans Persona. Je me suis dit, il n'y a pas, il faut que je lise Persona. Alors ça spoilait pas trop, heureusement. Ça spoilait quelques trucs sur la vie perso des policiers, mais sinon, voilà, ça laisse pas. Du coup, je me suis dit, à un moment, il parlait du tueur. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, j'espère qu'ils vont pas. Mais non, pas du tout, donc ça va. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment adoré son second roman. Et là, là, en fait, je pense dans un autre genre, parce que le deuxième parlait
plutôt d'intelligence artificielle, voilà, d'enquête autour d'un homme disparu qui aurait conçu une intelligence artificielle très développée. On essaie de le retrouver, voilà, enfin, il y a tout un complot derrière. Et les policiers de Persona arrivent d'ailleurs un peu plus tard dans l'histoire. Alors, dans les sous-sols de l'asile Sainte-Anne, la nuit a été sanglante. Un homme y est retrouvé horriblement mutilé, lobotomisé. D'autres victimes suivent, toutes torturées, toutes laissées en vie, mais enfermées en elles-mêmes. Toutes cadres au sein des géants du numérique. Voilà, donc on reste dans le numérique, mais l'auteur travaille dans le numérique, dans l'informatique. Je ne sais pas si c'est voilà, dans le domaine du marketing digital. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve encore le numérique dans ce premier volume. C'est au cœur de Paris, dans ses tréfonds et au-delà, que Frank Somerset, c'est horrible, je suis désolée, j'écorche tous les résumés, que Frank Somerset, commissaire à la crime, va suivre la piste de ce qui ressemble à une vengeance frénétique, folle et pourtant méthodique, où s'affrontent deux univers, le nouveau monde des géants du web, persuadé de sa toute-puissance, et l'ancien qui ne veut pas mourir. Je vous dis pas la frustration que j'ai depuis tout à l'heure, parce que je vois que j'ai laissé plein d'étiquettes sur mes livres. Si vous ne le savez pas encore, ça m'énerve les étiquettes sur les livres. Alors, est-ce que celui-là, c'est... Oui, bingo. Alors, j'avais déjà dû vous présenter le premier volume du Bureau des Affaires Occultes. Donc ça, c'est le... Alors, comme d'habitude, moi, j'ai pas fait... Voilà, j'ai pris deux volumes différents. Parce que celui-ci était sorti en poche, donc un petit peu moins cher. Donc ça, c'est le tome 2, c'est le fantôme du vicaire. Donc c'est de Éric Fouassier, c'est au livre de poche. Et là, c'est le Bureau des Affaires Occultes, le troisième, Les Nuits de la Peur Bleue. Donc là, on va suivre un inspecteur au milieu des années... même au début du 19e siècle. Je crois que dans le premier volume, en fait, on voit comment le Bureau des Affaires Occultes va naître. J'ai pas encore lu, hein. J'ai les trois, mais j'ai pas encore lu. Mais bon, c'est pas grave, je sais pas. Déjà, le 19e siècle, ça m'intéresse. Des enquêtes qui se passent au 19e siècle. Des affaires occultes, ça m'intéresse encore plus. Hein, parce qu'on parle d'occultisme. Alors là, moi, j'accours tout de suite. Donc, voilà. Donc, du coup, je n'ai pas hésité. J'ai pris les deux. Voilà, voilà, voilà. Et en deux volumes différents. Je vous avais, bah oui, on était tout à l'heure avec Anna Swenson, on était dans du Cozy Mystery. Je retourne dans du Cozy Mystery. Et après, je vais vous laisser là. Je pense que je ferai une deuxième partie parce que sinon, ça va encore durer des heures. Comme mon gros boucol sur le prix de l'imaginaire. Je vous ai déjà dû vous présenter... ouais, c'est le tome 2. Donc, je vous ai déjà présenté le tome 1. C'est Hamish Macbeth de N.C. Beaton. Le tome 2 dans Qui va à la chasse. Là, je crois qu'on suit un ancien... c'est un ancien détective, si je me souviens bien. Alors, c'est écrit par la même autrice que Agatha Raisin. C'est pour ça que je me suis laissée tenter. Donc, j'ai acheté le tome 1, le 2, le 3. Je ne sais plus si je l'ai acheté. En fait, je les ai trouvés d'occasion chez Easy Cash. C'est pour ça que j'en ai profité. Mais je n'ai pas encore lu le 1 ni le 2. Là, c'est chez Albin Michel. Voilà, donc c'est pas des formats. Ça coûte 14 € prix plein. Bon, je ne les ai pas payés très cher, moi aussi, Easy Cash. Je ne me demande pas combien j'ai payé. Mais bon, je les ai vus, j'ai foncé dessus parce que j'aime bien les Agatha Raisin. Mais alors, c'est pareil, les Agatha Raisin, il faudrait que je les reprenne parce que je ne sais plus trop où j'en suis. Et j'en ai lu quelques-uns, mais pas tous, quoi. Tout compte fait, je ne vous ai pas fait trop de fantastique. Ils étaient en dessous de la pile. Donc, bon, voilà. Ce sera plus policier psychologique, thriller, cozy mystery, true crime. Mais je crois que j'en ai d'autres aussi en true crime. Mais voilà, je les présenterai une autre fois. Pour suffire aussi d'avoir un petit peu de diversité. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous connaissez certaines de ces séries, parce qu'il y a quelques séries quand même dedans. À me dire pourquoi j'ai acheté une douce lueur de malveillance. Des fois, je vous jure, je me fatigue moi-même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc maintenant, bah, je vais devoir refaire du rangement, hein, parce que vous avez vu, j'avais quand même bien rangé mes livres. C'était quand même... Mais j'ai dû tout redéplacer, enfin bref. Puis ça peut vous dire, ça m'énerve, j'aurais voulu encore faire autrement, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu dedans, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. À me dire si vous seriez intéressé par une lecture commune, même voilà, ce serait intéressant. Moi, je vais vous laisser ici. Alors, quand vous aurez la vidéo, je serai revenue de vacances, évidemment. Je serai revenue de vacances? Je sais plus. Bon, j'en serai pas loin, quoi, parce que là, à un moment,
il y a la rentrée des classes quand même, donc il va bien falloir, puis il y a la rentrée au boulot aussi, surtout, donc il va bien falloir revenir. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite comme d'habitude de belles aventures livresses. N'hésitez pas voilà, à commenter. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.